est aujourd'hui clairement remis en cause par l'administration Trump, qui ces derniers mois a formulé son intention de voir réduire la présence militaire américaine en Afrique. Pour comprendre les causes et les conséquences d'un retrait américain qui pour l'heure reste hypothétique, notre reporter Fanny Allard a traversé l'Atlantique, sillonné le continent africain à la rencontre des politiques, des diplomates et des militaires qui sont en première ligne dans ce dossier. Fanny, bonjour. Bonjour Mathieu. Pourquoi est-ce que Donald Trump souhaite retirer les troupes américaines d'Afrique? Est-ce qu'il ne s'agit que d'une question financière? Non, en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'une question financière. Les États-Unis apportent au G5 Sahel 45 millions d'aides financières par an sur un budget annuel du Pentagone de 800 milliards de dollars. C'est donc finalement assez dérisoire pour la première armée du monde. En revanche, souvenez-vous, Donald Trump avait promis de ramener les hommes à la maison pour en finir avec ces guerres inutiles, pour reprendre ses mots. L'Afrique est donc évidemment dans le viseur. Et puis, il y a cette pandémie, cette crise du Covid-19 que traverse le pays. Le président américain cherche de l'argent partout où il peut en trouver, y compris dans le budget de la défense. Ce qu'on redoute donc ici à Washington, à Paris, comme en Afrique, c'est l'impulsivité avec laquelle le président américain pourrait prendre sa décision. Il a souvent pris de court ses alliés. Merci Fanny, on regarde tout de suite votre travail. Sahel vers un retrait américain, c'est un reportage de Fanny Allard pour France 24. Si les Américains décidaient de se retirer d'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, je vous le confirme. So I think it's time for other European allies to assist as well in the region, and that could offset whatever changes we make as we consider next steps in Africa. En fait toutes les grandes nations. Toute personne qui peut nous aider vraiment à éradiquer le terrorisme, il n'y a pas de problème. La personne est bienvenue. In the Sahel, these violent extremist groups represent a threat not just to this region, but across the continent, even reaching out to many other parts of the world. A secure, prosperous, and stable Africa is an enduring American interest. On se rejoint avec les Américains. On combat un ennemi commun. The government, Secretary Esper, they make the decisions. We follow the decisions made by the President of the United States. No comments on anything because, first of all, no decisions have been made. Aux portes de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, l'armée américaine conduit un vaste entraînement de contre-terrorisme. Elle forme les armées de 30 pays du continent à ces techniques de combat. Parmi elles, les membres du G5 Sahel. Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Une zone de 5 millions de kilomètres carrés où sont installées les organisations terroristes. Depuis 1 an et demi, les offensives se sont multipliées dans cette région. Environ 800 attaques et 2600 morts ont été recensés, des chiffres qui ont doublé chaque année depuis 2015. Ces soldats burkinabés le savent, ils viennent de Dori, dans le nord du pays, une province minée par la violence. Les distances sont très importantes, comme vous savez. Voilà, c'est proche là, Rafale là, et tout c'est parti. Donc il faut respecter les distances, c'est très important. Le lieutenant Daouda commande une section de combat. Avec ses hommes, il traque les groupes extrémistes qui sévissent au Burkina Faso. Et pour cela, les formateurs américains sont une aide précieuse. On est en train de perfectionner de plus en plus, quoi. Voilà, il y a des connaissances que nous n'avions, utilisons. Donc, voilà, quand on va combiner les deux, on aura quelque chose d'encore de meilleur. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais alors que la menace terroriste continue de s'étendre au Sahel, les États-Unis pourraient se désengager de la région et même de tout le continent. Là-bas, ils agissent aujourd'hui en appui des forces africaines. Ils procurent des moyens logistiques et des entraînements.
ici conduits par des soldats des forces spéciales, ce qui nous contraint à dissimuler leur visage. Comment t'avez-vous? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Comment est-ce que l'entraînement aujourd'hui? Ouais, ça commence à bien passer. C'est bon? Ah, c'est bon, on a bien débuté. On a déjà appris beaucoup de choses déjà. J'ai vu aussi la capacité de votre soldat est augmentée avec l'entraînement. Les Américains, nous sommes contents pour votre participation aussi. Voilà. Nous sommes contents aussi. Le capitaine Nate supervise l'entraînement. Encadré par un officier communication, il refuse de nous répondre sur le possible désengagement américain et conserve la parole officielle. The policy thing. I could say the training and then can I say build capacity for the fight? Okay. The training we provide builds capacity for them for when they go back to their own countries to hopefully have an increased level of proficiency in the fight against violent extremist organizations on the continent. Le capitaine Nate appartient au 3e SFG, le 3e groupe des forces spéciales de l'armée américaine. Un régiment devenu tristement célèbre, car c'est celui des soldats américains tombés dans une embuscade au Niger il y a 3 ans, l'embuscade de Tongo Tongo. Le 4 octobre 2017, pendant une mission de reconnaissance au nord de Niamey, 11 soldats américains et 35 Nigériens sont attaqués par une 50aine de combattants très bien organisés. Face à leur puissance de feu, le convoi américain tente de s'échapper, mais le dernier véhicule est pris au piège. Ces images viennent de la caméra que portait l'un des soldats des forces spéciales américaines. Inférieurs en nombre et en capacité, ils sont abattus les uns après les autres. La vidéo est récupérée sur le corps d'un des soldats par les terroristes qui l'utiliseront à des fins de propagande. Le reste de l'équipe sera finalement secouru par des hélicoptères français. Cette attaque a profondément choqué les États-Unis et obligé le Pentagone à clarifier son engagement en Afrique. Car Donald Trump l'a promis, il veut ramener les boys à la maison et en finir avec ces guerres commencées par d'autres que lui. L'enjeu est tel pour la France et ses alliés que la République a déployé son plus vaste arsenal diplomatique pour empêcher le départ des Américains du Sahel. Aujourd'hui, c'est le tour de Florence Parly, la ministre de la Défense française, de tenter de convaincre son homologue. The US support is critical to our operations and that its reduction would severely limit our effectiveness against terrorists. Our friends in the Sahel are in a situation where our assistance is critical, and I have expressed the hope that both the United States and France will keep on supporting them. It's a classic case of burden sharing, where a limited US support leveraged an immense effort carried out by France and Europe. L'armée américaine est la plus puissante au monde. Environ 200 000 de ses soldats sont déployés en opérations extérieures, mais seuls 6 000 sont en Afrique. Un effort qui ne représente que 3% des capacités militaires des États-Unis, déjà trop pour l'administration américaine. We are focused on great power competition with China, then Russia. As I look at that strategy, my aim is to free up time, money, and manpower around the globe where we currently are, so that I could direct it toward either that region or, secondly, return forces to the United States to prepare to become more ready, to improve their readiness. Mais pour la France, la menace immédiate est le fondamentalisme djihadiste, une menace qui concerne toutes les grandes puissances. Florence Parly s'est donc lancée en croisade diplomatique auprès des Américains pour tenter de gagner du temps. Il était important que nous puissions exposer les enjeux, notamment liés au maintien de ce soutien américain, mais de façon plus générale, ce que nous attendons dans les prochains mois, les objectifs que nous nous sommes fixés et la manière dont nous pensons les atteindre. Je pense que cela éclairera utilement la décision que les États-Unis prendront un jour ou l'autre.
Le combat diplomatique français à Washington vise directement celui mené par les combattants sur le terrain. Car la France mène au Sahel sa plus vaste opération du moment, l'opération Barkhane, où plus de 5000 de ses soldats sont engagés dans la lutte contre les organisations extrémistes. Dans cette guerre, le renseignement joue un rôle essentiel. Les Français possèdent 3 drones Reaper achetés aux Américains, des avions de combat et d'observation redoutables qui permettent de survoler une zone pendant plus de 20 heures et peuvent larguer jusqu'à 4 bombes de 250 kg chacune. 14 secondes instantanées, HD lock. C'est bon pour moi. Les Américains, eux, détiennent plus de 200 de ces drones. Le commandant Nicolas mesure quotidiennement l'importance de leur présence sur le terrain. En vol, on peut arriver à être coordonné avec un avion américain qui travaille dans la même zone que nous. Donc on va pouvoir lui parler à la radio, lui demander de suivre tel ou tel objectif militaire. Par exemple, si vous avez un split d'objectifs, si vous avez un convoi par exemple de plusieurs motos et que ça se sépare, l'avantage d'avoir un autre MQ-9 ou un autre avion américain de renseignement, c'est qu'il va pouvoir suivre l'un pendant que vous suivez l'autre. Donc ça permet quand même d'avoir une force plus importante en termes de renseignement et de suivi des objectifs militaires. Ces objectifs militaires, ce sont les groupes djihadistes, souvent difficiles à détecter car cachés dans les populations. Avec ces 3 drones, l'armée française ne quadrille qu'une infime partie de l'immensité sahélienne. Ouais, on va se rapprocher. Il y a de la moto au sud. Ouais, la moto, ça bouge. En plus de leur supériorité numérique, les drones américains sont équipés d'un système d'interception de communication unique qui permet l'écoute de radios et de téléphones ennemis. Des renseignements déterminants pour les Français. Le renseignement obtenu par les Américains remonte un étage au-dessus pour après nous être rediffusé sur les éléments qui sont vraiment importants pour nous. Soit directement en vol, soit sur les missions du lendemain. Les djihadistes combattus au Sahel se revendiquent et d'Al-Qaïda et de l'État islamique. 2 organisations terroristes rivales au Moyen-Orient et qui pourtant mènent ensemble des opérations en Afrique. Pour le général Facon, qui commande l'opération Barkhane, empêcher que ces foyers extrémistes ne gagnent du terrain est un enjeu de sécurité nationale pour les démocraties. On combat un ennemi qui est le porteur d'un système totalitaire, qui fonctionne sur la base de la peur, de la violence et de l'endoctrinement. De ce point de vue, on se rejoint avec les Américains. On combat un ennemi commun. Et l'État islamique au Grand Sahara, même si ce n'est pas Daesh au Levant, c'est une preuve de vie de l'existence de cette idée d'État islamique. Donc c'est un ennemi commun que nous combattons avec les Américains et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la pertinence de leur action à nos côtés. En attendant une décision américaine, la France s'engage davantage. 220 soldats ont été envoyés en renfort au mois de février, ce qui porte à plus de 5000 hommes le nombre total d'effectifs. 6 drones supplémentaires sont aussi attendus au Niger d'ici la fin de l'année. Mais malgré l'effort consenti par l'armée française, impossible de gagner seul la guerre contre le terrorisme. L'allié américain fournit à l'opération Barkhane la moitié du renseignement, un atout dont la coalition ne peut tout simplement pas se passer. Vous pouvez prendre cap ouest pour maintenir les 30 nautiques nord du point. Quelque part au-dessus des plaines du Liptako-Gourma, cette région déserte où Niger, Mali et Burkina Faso se rencontrent, le colonel Michael et son équipage sont en mission de ravitaillement. Il pilote un C-135, un tanker à bord duquel sont stockées 55 tonnes de carburant à destination de ses avions de chasse. La mission de nos avions de chasse aujourd'hui, c'est de surveiller un convoi, c'est d'assurer leur sécurité. Ensuite, la deuxième partie, c'est de montrer leur présence pour assurer la sécurité des troupes maliennes au sol et d'intervenir en cas de besoin. Ravitailler est une manœuvre délicate qui s'opère à 600 km/h dans une météo souvent capricieuse. Et vous pouvez accélérer à 300 mètres. C'est pas ça, on accélère. On passe de tonnes. Moi aussi. Sans les avions ravitailleurs,
L'autonomie des Mirage 2000 au-dessus du champ de bataille est d'à peine 1 heure et demie. Ils sont l'un des maillons fondamentaux de cette guerre au Sahel qui se joue aussi bien à terre que dans le ciel. 2 mètres, 1 mètre, contact. En 10 minutes, le ravitailleur délivre plus de 2 tonnes de carburant. Mamba 13, l'avion est plein pour déconnecter. Une mission que les Français partagent avec les Américains, qui assurent 1/3 du soutien logistique de l'opération Barkhane. Le rôle des Américains, c'est de nous aider dans notre effort de soutien sur les combats, notamment en nous fournissant des avions ravitailleurs. Les États-Unis, depuis de nombreuses années, sont l'un de nos plus précieux alliés. Nous sommes engagés à leur côté ou eux à nos côtés sur quasiment tous les théâtres d'opération. Et leur présence rassure et incite nos alliés à s'engager à nos côtés. Ce jour-là, le vol dure près de 6 heures et les Mirage 2000 sont ravitaillés 3 fois par le tanker. Car 20 000 pieds sous ses ailes, d'intenses combats opposent djihadistes et troupes alliées. Au sol, les tirs s'étaient calmés mais ils reprennent. Les chasseurs français sont en appui, prêts à frapper s'il le faut. Ok, je vais couper l'U2. Nous n'en saurons pas plus. Le pilote nous coupe le canal des communications pour des raisons de sécurité opérationnelle. Rentre sol. Freinage. Les Américains disposent de plus de 400 tankers comme celui-ci. Sans leur aide, l'armée de l'air française serait contrainte d'engager toute sa flotte aérienne de ravitailleurs au Sahel, ce qui pénaliserait ses autres opérations. Je pense qu'il est important de garder ce lien en termes de coopération et de continuer à travailler avec eux parce que, encore une fois, ce sont nos principaux alliés. Leur force est vraiment complémentaire de la nôtre concernant cette mission-là parce qu'ils nous permettent d'assurer une permanence sur zone bien plus importante. Et on a vraiment l'habitude de coopérer et du coup, cette coopération se fait vraiment facilement parce qu'on parle vraiment d'égal à égal dans toutes les opérations dans lesquelles nous pouvons participer. En plus du ravitaillement, l'aviation américaine participe au transport des troupes sur le terrain. Cet avion américain décolle plusieurs fois par semaine du tarmac de Niamey pour rejoindre les opérations. Entre 2 vols, ces soldats américains tentent de trouver un souvenir à ramener à la maison. Non, on vient d'arriver. Pas de troc pour aujourd'hui pour ce caporal américain. Ces Français font partie des renforts annoncés par le président Macron lors du sommet de Pau. Avec l'envoi de 600 soldats supplémentaires, la France a voulu donner l'exemple et montrer aux Américains la nécessité de continuer la guerre contre le terrorisme. Mais sous l'administration Trump, l'Afrique n'est pas une priorité de la défense nationale américaine. Elle siège loin derrière le Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient. D'ici la fin de l'année, Washington souhaite couper drastiquement le budget du commandement américain pour l'Afrique, dont fait partie le Major Mike. Samantha, if we withdrew, everything would crumble. I mean, it's a disservice to our African partners to say that they couldn't do it without what's going on, but like I said, they're a very strong force. They're out there every day fighting terrorism. Every country doing a little bit, you know, to fight against terrorism will make us successful in the long run. Les soldats américains savent l'importance de leur présence en Afrique. Ils sont les hommes sur le terrain, mais pas ceux qui décident. Est-ce que les Français peuvent gagner la guerre contre le terrorisme sans les Américains? To the point of what it's going to look like, I can't talk about. The government, Secretary Esper, they make the decisions. We follow the decisions made by the President of the United States. Des ordres imprévisibles. Sous la gouvernance Trump, impossible de savoir quand sera appliquée la décision de quitter l'Afrique. Une chose est sûre, un retrait américain fragiliserait ces soldats burkinabés qui font plus la guerre qu'ils ne s'entraînent.
c'est une localité où il y a beaucoup de bâtiments, une zone urbaine qu'on doit traverser. Voilà, une ville, la traversée d'une ville. Ça arrive souvent, ça, que vous fassiez ça dans la réalité? Ah oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Voilà, vous devez traverser une zone dangereuse. Et on est obligé d'appliquer cette formation. Pour ce lieutenant, l'éradication du terrorisme nécessite l'action de la coalition et une solution politique. Dans cette lutte, tout le monde est important. L'objectif, c'est de lutter contre le terrorisme, voilà, de nous débarrasser de ce fléau. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur le plan militaire seulement, mais sur plusieurs plans. Voilà. C'est-à-dire que c'est les zones où vraiment les gens sont pauvres. C'est vrai que l'Afrique est pauvre aussi. Voilà. Si vous voyez que ça prend de l'ampleur, c'est pas que l'Afrique peut-être est pauvre. Donc, il y a des jeunes qui s'en donnent à ça parce qu'on leur promet de l'argent, tout ça. Voilà. Donc si je me disais que si on arrivait à lutter contre la pauvreté, réellement, tout ça prendra fin, naturellement. Cette guerre concerne d'abord les pays du Sahel, mais aussi leurs voisins comme le Nigeria, le Ghana et même le Sénégal, qui partagent une frontière de 419 km avec le Mali. Ici, à Dakar, la capitale de ce pays à majorité musulmane, les dirigeants craignent de voir l'idéologie islamiste s'installer chez eux et comptent sur les Américains. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs liés à l'insécurité et au terrorisme et a besoin des États-Unis d'Amérique qui sont un allié stratégique pour un retour définitif à la paix et à la stabilité. Venu à Dakar pour signer plusieurs accords économiques, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, surveille le continent de près. Une situation sécuritaire instable pourrait mettre en danger les relations commerciales entre les Américains et leurs partenaires africains. Nous souhaitons que les Américains soient présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Face à nous, le secrétaire d'État américain est resté évasif sur le possible retrait des troupes combattantes du continent. Il est venu porter un message, pas de développement économique sans sécurité. We'll get it right collectively. I'm convinced of that. And I don't have any announcement to make, but I think the people of Senegal should know that collectively, Senegalese forces in the region, European partners, French and the United States of America, we have an obligation to get security right here in the region. It's what will permit economic growth, and we're determined to do that. And I'm convinced that when our review is done, we'll have a conversation with not just Senegal, but all the countries in the region. We'll talk through why we're doing, how we're doing it. We'll deliver an outcome that works for all of us. Les États-Unis apportent 45 millions d'aides financières au G5 Sahel. Un montant dérisoire sur un budget de défense américain de 800 milliards de dollars. À Niamey, au Niger, nous nous rendons au poste de commandement conjoint de la force G5 Sahel. Aucun journaliste n'a été autorisé à s'y rendre avant nous, car il y a 3 ans, cet état-major se trouvait à Ménaka, au Mali, et avait été la cible d'un attentat terroriste, tuant 3 militaires. Depuis, l'endroit est tenu secret. Des officiers des 5 pays de la coalition sahélienne sont présents ici, aux côtés d'officiers français et d'officiers américains. Aujourd'hui, il est question d'action auprès des populations. Est-ce qu'ils ont des vétérinaires? Oui, bien sûr. Des militaires? Alors, nous, Force Barkhane, on a. Oui. Après, il faudrait poser la question. Oui. Hein? Pas de personnel militaire, mais comme nous travaillons avec les populations civiles, nous pouvons prendre la tâche avec eux pour qu'ils puissent nous appuyer dans ces actions. Question, parce que dans notre militaire, chez nous aux États-Unis, nous avons des vétérinaires armés, on peut dire, de l'armée. Est-ce que ça existe? Ok. Comment on va diviser ça? Est-ce que toi, tu aurais la possibilité d'avoir une carte avec la présence d'ONG sur place? Oui. Oui, d'accord. On va voir. Ok, très bien. Comme ça, on oriente directement les patrouilles dans cette direction. Le commandant Kiss est le lien entre le terrain et le commandement américain pour l'Afrique. C'est lui qui relaie les demandes de la force conjointe. Nous avons demandé une interview à ses supérieurs qui nous a été refusée, mais tentons quand même notre chance. You can't answer any of my questions.
La parole américaine est rare, car la communication est verrouillée. À l'heure où le président Trump est en campagne de réélection, pas question de mettre en lumière la présence des États-Unis au Sahel. C'est donc un officier français qui nous l'explique. Le rôle des Américains, il est assez simple. Ici, en Afrique, les Français sont menants. Les Américains sont concurrents. Ils concourent à quoi? Ils concourent à nous donner des moyens logistiques et des moyens de renseignement qui nous sont utiles pour nous et qui nous facilitent énormément le travail. Si les Américains partent, on va continuer à remplir notre mission, mais ça sera plus difficile. C'est pour ça qu'on souhaite qu'ils restent. L'armée américaine le sait, quitter le continent, c'est laisser le champ libre aux assauts de l'État islamique et abandonner ses alliés, la France comme les pays d'Afrique. Mais à la Maison-Blanche, Donald Trump semble avoir décidé que la guerre contre le terrorisme sur ce terrain ne concerne plus les États-Unis. C'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter. Vous êtes sur France 24. Restez avec nous.